L'idée du paysan, c'est qu'il fait les choses lui-même, il est un peu autonome. Les agriculteurs étaient preneurs parce qu'ils voyaient des rendements astronomiques du jour au lendemain. Si tu veux atteindre l'autofertilité du sol, il faut travailler avec ce qu'il y a dans le sol, donc les bactéries, les micro-organismes, les vers de terre. Or, on a bien vu à l'occasion du Covid à quel point une alimentation déséquilibrée, des populations mal nourries, comme on en trouve beaucoup dans les pays industrialisés, notamment aux États-Unis. On était des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs et on tirait l'essentiel de notre énergie de protéines animales. Ce sera aussi l'occasion pour les personnes qui ne connaissent pas Bitcoin, peut-être de sensibiliser un petit peu à ce qu'est cette alternative monétaire et pourquoi les bitcoiners s'intéressent au travail que tu fais, quoi. Je voyais plus ça, un truc un peu spéculatif, où je savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Jérémy, Salut Jacques. c'est vraiment un plaisir de te rendre visite. Ça fait peut-être un an, peut-être un petit peu moins que je commence à entendre parler de toi. Ouais. J'avais vraiment envie de venir te voir, c'est pas si loin que ça. Et puis je pense que c'est ta démarche avec tes animaux. Là on s'en rend pas compte, mais l'odeur du foin est absolument exceptionnelle, quoi. Et en plus cette année on a fait du bon foin, donc alors c'est pas le plus vert dans les bottes que je peux avoir, c'est pas le plus vert, mais il est quand même assez vert. Et puis c'est. Non, on a une odeur qui est absolument incomparable et qu'on retrouve en fait dans la viande parce que tu es éleveur. Tu es éleveur en viande bovine, on parlera de la race, de ton approche, etc. Mais parmi les bitcoiners, il y a un nombre croissant de personnes qui s'intéressent à ton travail, à ta manière de travailler, à tes produits aussi, bien évidemment, sachant que tu les commerces maintenant en Bitcoin, oui, entre autres. On pourra parler des raisons pour lesquelles les Bitcoiners s'intéressent à ton travail et à tes produits. Mais bien au-delà des Bitcoiners, on sent bien que la question de l'alimentation et de l'agriculture en général revient sur le devant de la scène. C'est de nouveau une préoccupation pour une bonne partie des Français et pour plusieurs raisons. En fait, on a le problème de l'inflation qui fait que le poids de l'alimentation, le budget de l'alimentation sur le budget global est de plus en plus lourd. Et les gens ont de plus en plus de difficultés à s'alimenter correctement. Or, on a bien vu à l'occasion du Covid à quel point une alimentation déséquilibrée, des populations mal nourries, comme on en trouve beaucoup dans les pays industrialisés, notamment aux États-Unis, ça fragilise le système immunitaire de la population. Ouais. On se retrouve mal nourri, obèse, et on est super vulnérable par rapport à ces maladies. Et puis par ailleurs, c'est aussi un sujet, je pense, parce qu'on voit bien qu'il y a une pression réglementaire de plus en plus importante, à la fois sur les agriculteurs qu'on contraint à adopter telle et telle production et tel mode de production, quoi faire, comment. Et puis aussi les consommateurs. On sent bien que ça vient, il y a une pression culturelle, une pression médiatique qui vient essayer d'influencer un petit peu nos choix alimentaires. Et on pressent en fait que cette pression, cette influence va aller croissant dans les mois qui viennent. Donc pour toutes ces raisons, c'est un sujet qui va non seulement intéresser les bitcoiners, mais aussi toutes les personnes qui veulent connaître, comprendre ce que tu fais, ta démarche. On parlera de ta conduite d'élevage, en fait, la philosophie qui accompagne tes pratiques. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour les personnes qui ne connaissent pas Bitcoin, peut-être de sensibiliser un petit peu à ce qu'est cette alternative monétaire et pourquoi les bitcoiners s'intéressent au travail que tu fais, quoi. Mais je pense que c'est important un petit peu de définir le cadre de la conversation. Ouais. Je te propose de te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, quel type d'exploitant agricole tu es. D'accord, donc moi c'est Jérémy. Donc, alors tu vois, j'essaie d'utiliser plutôt le terme de paysan plutôt qu'agriculteur. L'idée du paysan, c'est qu'il fait les choses lui-même, il est un peu autonome, enfin il est autonome même essentiellement sur son élevage. Déjà peut-être qu'on pourrait essayer pour tout le monde de se situer. Là. On est dans la stabulation de la ferme des Vertes Prairies. C'est ça. Tu as un site dont on affichera l'adresse qui est extrêmement bien fait, où on trouvera pas mal de renseignements. D'accord. Mais dans l'espace, on se trouve où là? En France,
C'est ça, ouais. On est à Pansé, donc en Loire-Atlantique. Entre Nantes et Angers. C'est ça, ouais, entre Nantes et Angers. Équidistant à peu près. Ouais, Équidistant à peu près, ouais, au nord d'Ancenis pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est quoi comme terroir? On est sur quel type de... Alors là, c'est plutôt une région d'élevage comme. Traditionnellement, on est sur une région d'élevage. Ouais. Depuis toujours. Depuis toujours, depuis longtemps. Ouais, la Loire-Atlantique, elle est connue pour son lait. Puis de toute façon, plus on remonte vers l'ouest. La Bretagne, tout ça, c'est quand même des régions typées élevage. Le sol ici, il est comment? Alors c'est un peu hétérogène dans toute la région, mais chez moi, c'est plutôt sablo-limoneux. Sablo-limoneux. Ouais. Ce qui explique pourquoi tu me disais que la semaine dernière, la vendredi, tu as réussi à les semer, alors qu'on a quand même pas mal de pluies qui sont tombées. Ouais. C'est pas des terres collantes, argileuses, etc. Donc, non, c'est ça, ouais. Alors il y a des coins par ici, moi sur certaines terres, j'ai des terres comme ça, mais dans l'ensemble, c'est plutôt sableux, ouais. Donc ça se prête pas mal aussi à l'élevage, parce que sur des terres argileuses, on peut compacter le terrain, ce qui n'est pas le cas ici. C'est ça, ouais, ça porte plus longtemps. Bon, alors moi, je rentre les animaux mi-novembre, fin novembre, mais donc c'est vrai que c'est aidant là-dessus. Ouais. Et le climat, on est sur un climat, j'imagine, hyper tempéré, avec des influences assez douces, océaniques, qui fait que pour les vaches, c'est tranquille, quoi, non? Ouais, c'est ça, ouais. Les petits veaux, là, ils restent un peu au chaud là-bas, là? Eh ben, ils restent au chaud, ouais. En fait, alors, dans la stabulation, ils ont tout l'espace du fond, là, c'est pour eux, en fait. Ouais, comme ça, ils sont magnifiques, hein. Tu postes régulièrement des photos de ces animaux sur Twitter. Et ces bêtes sont magnifiques, je trouve. C'est vrai que la partenaise, c'est agréable de travailler avec elle parce que c'est vrai c'est vraiment une jolie vache qui est. Enfin, moi je dis qu'elles sont maquillées. Dans la génétique de la partenaise, il y a aussi de l'aubrac. Okay. Donc il y a des traits des fois, comme les vaches qui sont un peu plus noires là, des traits d'aubrac qui ressortent. C'est hyper racé en fait. C'est ça, ouais. Et en termes de, puisque on est donc sur un élevage de vaches à viande, ouais, c'est ça. Et comment tu décrirais cette viande par rapport à d'autres? Eh ben cette viande, c'est une viande qui va avoir de la tendreté, de la jutosité et de la couleur et du goût quoi. Ouais. Surtout du goût. Et la ferme, pour qu'on ait un petit peu une idée de sa surface et des cultures que tu y mènes? Alors moi je suis sur 80 hectares, donc dans mon système je réserve 50 hectares en fait qui est tout en herbe pour les vaches, donc entre pâturage, tournant et fauche, et les 30 autres hectares en fait c'est pour, je fais des cultures dessus, des cultures de vente du coup. Donc ça peut être du blé, du sarrasin, du tournesol. J'ai fait du chanvre, je vais peut-être m'y remettre. Voilà, dans la globalité, c'est ça, quoi. En termes de statut juridique, de structure de l'entreprise, peut-être d'associés ou de salariés, comment tu fonctionnes, toi? D'accord. Eh ben, moi, je suis en entreprise individuelle. Donc je suis tout seul sur la ferme, j'ai pas de salariés, ouais. Donc je suis tout seul. Après c'est dimensionné, et puis le système techniquement, je veux dire, ça marche bien tout seul aussi, quoi. Ouais, mais t'es pas aux 35 heures, quoi. C'est un boulot quand même très engageant, on le sait bien. Ouais, alors c'est très saisonnier en fait, parce que en fait je te dis que je suis pas aux 35 heures, mais là on va dire décembre, janvier, février jusqu'à la fin mars. Je vais peut-être être un peu moins de 35 heures. Ça se calme un peu. Ouais, c'est ça. Par contre c'est après quand ça part, quand il y a la mise à l'herbe des animaux. Puis après il y a les fauches, tout ça. Concernant les cultures, les 30 hectares que tu as en culture, j'imagine que tu n'as pas ta moissonneuse-batteuse pour toi. C'est ça, ouais. J'ai la chance d'avoir une CUMA juste à côté. Une CUMA, une coopérative d'utilisation du matériel agricole. La CUMA des forêts, où il y a vraiment pléthore de matériel, quoi. Et donc il y a, alors le nerf de la CUMA, c'est quand même les automoteurs, donc tout ce qui est moissonneuse, ensileuse pour ceux qui font de l'ensilage. Donc on a 4 tracteurs aussi, grosse puissance pour ceux qui ont besoin. Épandeur, tout le matériel de fenaison. Moi j'ai juste ma faucheuse pour faire le foin. Ouais, c'est ça, tu as un beau tracteur, un beau John Deere, mais il n'est pas gigantesque non plus. Non, c'est ça, ouais. Cette ferme, elle a une histoire particulière. Qu'est-ce qui se passait avant que tu arrives? J'ai repris derrière Michel, donc qui est pas de ma famille en fait. On se connaissait pas avant de. Mais il avait le même type d'exploitation. Je veux dire, il faisait le même type de travail. C'était aussi. Ouais, c'était assez proche. Alors lui, il n'était pas en bio, mais bon, il avait pas la main lourde sur les engrais minéraux. Sur les phytos, c'était pareil. C'était quand même. Ça veut dire que tu as hérité de terres qui ont été quand même pas mal préservées, qui n'ont pas été abîmées, quoi. C'est ça, ouais. On pourra revenir un petit peu là-dessus.
sur ces questions d'entretien du sol, en fait, entretien du capital, carrément, qu'est le sol, quoi. Et donc, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait naître ce projet? D'accord, oui. Sachant que je comprends bien, tu n'as pas hérité de cette ferme, tu n'es pas nécessairement du milieu, toi. Non, je suis pas, alors pas directement, parce que j'ai un oncle qui était maraîcher, bon, mes grands-parents, mais un peu comme tout le monde, étaient paysans aussi. Moi, j'ai fait des études dans l'énergétique, tu vois. J'ai fait un master en énergétique. J'ai travaillé 2 ans et demi en bureau d'études génie climatique, donc chauffage, ventilation, climatisation. Et donc, pompe à chaleur, tout. Ouais, c'est ça, ouais, tout type de système de production de. Et ça te passionnait bien? Ouais, ça me passionnait bien. Un truc que tu avais choisi et que tu as décidé de quitter à un moment donné. C'est ça, ouais. En fait, le fond du métier me passionnait, quoi, le côté technique, ouais. Après, le côté, c'était plus le côté, comment dire, administratif ou études. Alors, la dernière entreprise chez qui j'ai été, c'était vraiment une super boîte. Et donc avec des collègues sympas, une bonne entente et tout. Mais de venir au travail, j'y prenais pas de goût. C'est là que je me suis dit, bon, là, faut changer, quoi, parce que c'est le moment. J'avais 25 ans à l'époque. Faut y aller. Puis j'avais ce projet-là qui me trottait toujours dans la tête. Depuis que t'es gamin, t'aimes bien aller à la ferme? Ah oui, t'as eu des occasions de venir à la ferme quand t'étais gamin? Ouais, parce que alors j'avais mon papa qui, même avant que je sois né, a travaillé en cumage aussi. Ouais. Donc l'été, souvent, il allait ramasser les bottes ou faire botter de la paille. Donc j'allais avec lui, j'attendais que ça. Ouais, ça. T'as vécu cette ambiance? Ouais. Après, les premiers boulots que j'ai fait, c'était chez mon oncle qui était maraîcher. Donc là aussi, il y avait un lien un peu avec le sol, avec la conduite du matériel, tout ça. Donc ouais, je vais pas dire que j'étais baigné dedans, ça serait, c'est pas vrai, mais j'ai eu toujours une affinité avec ça et presque comme peut-être pas comme tous, mais comme une bonne partie des enfants, les tracteurs, ça m'a toujours fait rêver. Et les animaux? Les vaches, c'est un choix déjà ou c'est une idée, c'était un rêve que tu avais un peu, des images que tu avais déjà? Alors j'avais des images, alors là par contre je ne saurais pas d'où te dire que ça sort. Ouais. Mais t'es pas parti sur du cochon ou sur de la chèvre, t'es parti sur de la viande. Ouais, non, c'est vrai que c'était les vaches qui me bottaient, quoi. Quand j'ai fait le choix de m'orienter vers la vache allaitante plutôt que sur la laitière, c'était par rapport, je pense, aux contraintes. Là, moi, j'ai pas la traite et peut-être au cycle aussi, où de voir que la vache élève son veau. Enfin, on est un peu dans le cycle naturel de l'animal. Ouais. On l'oublie souvent ou on l'ignore en fait, lorsqu'on est loin des fermes, c'est que le lait qu'on boit, c'est le lait dont on a privé le petit veau, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, il n'a pas été complètement privé parce qu'il est quand même nourri avec ce lait quand il est. On lui donne son petit colostrum au début, on lui donne un petit peu de lait, mais assez rapidement, on va le nourrir avec de la poudre. Avec de la poudre, ou puis dès qu'il peut du foin, quoi, ou autre chose, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que. Alors que toi, tes veaux vont rester beaucoup plus longtemps sous la mer. C'est ça, ouais. Il reste jusqu'à entre 6 et 8 mois, quoi. Ça a sans doute aussi des implications en termes de croissance des animaux, parce que c'est aussi pendant ces premiers mois de vie qu'on récupère dans le lait beaucoup de force immunitaire, j'imagine. Oui. Surtout comme tu dis, le colostrum, les premières tétées, en fait, elles sont primordiales pour le veau. Ouais. Et donc toi, tu te lances à 25 ans dans ce métier, tu sais que ça va te plaire. Mais est-ce que tu sais aussi à quel point c'est une entreprise un peu audacieuse dans cette phase où en France, en fait, si on regarde les statistiques de démographie du secteur, il y a un exode rural, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fermiers qui quittent le métier, qui partent à la retraite, que de jeunes qui viennent reprendre. Et ça, c'est pas complètement non plus un hasard, quoi. C'est, j'imagine, le poids du travail. Les contraintes financières, il faut investir dans les terres, dans le matériel. Et puis sans doute aussi les incertitudes qui pèsent quant à l'évolution du cadre réglementaire aussi, non? Oui, puis ça peut jouer aussi, mais je pense que c'est surtout, comme tu l'as dit, l'aspect financier aussi qui peut bloquer, parce que les fermes sont chères quand même, faut pas se leurrer. Et donc toi, à l'époque, si je comprends bien, donc tu vas entreprendre une formation pour te préparer à ce métier-là. Ouais. C'est quoi comme type de formation? Ça dure combien de temps? Donc j'ai trouvé un agriculteur qui a bien voulu m'embaucher en tant que salarié, sachant que j'avais pas d'expérience plus que ça. Et donc en parallèle de ça, j'ai fait un bac pro CGEA.
donc par correspondance. Ok. Donc c'était sur un an. Et donc comme moi j'avais déjà des diplômes, j'avais juste la partie technique à repasser, j'avais pas le français, les maths. Ouais. Et donc ça permettait de se focaliser bien sur les matières. Ouais, donc en fait sur un an, tu as réussi à faire cette transition. C'est ça, ouais. Ça peut être des informations qui peuvent être utiles pour une partie des gens qui nous écoutent. Carrément. Sachant qu'aujourd'hui, de manière générale, il y a quand même une crise de sens dans la société. Les gens sont hyper avides de trouver du sens dans leur boulot. Ouais. Ils ne le trouvent pas toujours. Ils se demandent à quoi ils servent. Et c'est vrai que finalement, la ferme, le métier de paysan, aussi difficile soit-il, il est plein de sens, quoi. En fait, tu nourris la population et tu participes à un équilibre naturel. On reviendra là-dessus parce que ça fait des décennies qu'on nous dit que les agriculteurs doivent être les gestionnaires de l'environnement, mais on ne peut pas dire nécessairement que les incitations économiques ou réglementaires poussent vraiment dans ce sens. Et toi, justement, tu t'es approprié une approche qui a cet objectif clair, quoi. Ah oui, c'est clair, de travailler avec la nature, pas contre elle. On peut déjà peut-être parler justement là à ce stade de ce qui distingue ton élevage, tes pratiques agricoles d'autres pratiques. Eh ben oui, sur ce point-là, moi on qualifierait mon élevage d'extensif plutôt. Il y a un ratio qui est calculable en fait en ce qu'on appelle les UGB, les unités gros bovins par hectare de surface fourragère. Donc en gros par hectare d'herbe si tu veux, ou par hectare de surface qui sert à nourrir les animaux. Donc, moi je suis à 60 UGB pour 50 hectares. Ok. Donc tu vois, je suis à un peu plus de 1 quoi. Donc ça c'est la densité en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une densité, ce qui permet de dire, voilà, lui il est en extensif, lui il est plutôt sur un modèle intensif ou des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Il y aurait un mot qui définirait ce que j'ai envie en tout cas de faire, c'est l'agroécologie. Okay. Donc travailler avec le vivant, essayer de moins travailler le sol, donc développer cette technique-là de semi-direct, de travailler avec le vivant, maximiser la vie du sol, quoi. Okay. En fait, les principes de l'agroécologie, c'est un peu sol toujours couvert, jamais travaillé. Donc là, tu as été semé vendredi, mais tu n'avais pas labouré avant. J'avais pas labouré, non, ouais. Tu fais un petit passage avec un cover crop ou tu fais rien? Ouais, si. Alors là, oui, ça a été déchaumé. J'ai fait des passages un scalper et puis un passage de cover crop. Ouais. Donc là, là, il y a encore pas mal de travail du sol, quoi. C'est comme je suis en bio, j'ai pas les phytos pour pouvoir récupérer des plantes que. Tu veux dire que tu as encore des plantes dites mauvaises herbes qui vont pousser dans ton blé, dont tu ne peux pas te séparer parce que tu n'as pas le droit de traiter, quoi. C'est ça, ouais. Okay. Donc le moyen que moi que j'ai qu'on a en bio, nous, c'est le travail du sol, quoi. C'est le désherbage mécanique, quoi. Et en l'occurrence, donc tu exclus, il n'y a pas du tout de labour profond qui ont pour effet de venir casser un petit peu toute la structure vivante qu'il y a dans le sol. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, parce que ça, c'est pas toujours très connu et c'est important finalement. L'idée, oui, c'est de pas venir retourner les horizons. En fait, si on veut alors le Graal, moi, ce que je dis, le Graal de mon système, que je sais pas si j'atteindrai, c'est l'autofertilité du sol, en fait. Ouais. Et si tu veux atteindre l'autofertilité du sol, il faut travailler avec ce qu'il y a dans le sol, donc les bactéries, les micro-organismes, les vers de terre, ce qu'on appelle le réseau trophique, en fait. Ok, c'est ça. Donc, ce que tu disais là, parlais des strates, c'est que dans le sol, en fait, il y a toute une vie, il y a tout un écosystème. Ça va du champignon mycélium, au lombric, à des micro-organismes. Il y a tout un tissu de vie, un écosystème qui s'organise pas mal par strates. Et si tu viens labourer sur 30, 40, 50 cm, tu perturbes tout ça. Tu coupes les liens qu'il y a dans cet écosystème qui va venir aider aussi la plante puisqu'il rend disponible plus facilement les minéraux. C'est ça, les et puis, tu connais Yamari, tu connais bien Yamari, qui est venu ici et qui t'a fait connaître à nous. Lui, il travaille là-dedans. Tous ces micro-organismes aussi produisent des acides aminés. Il y a plein de substances qui vont permettre à la plante d'être beaucoup plus forte, vigoureuse. Et ne pas être dépendante en fait de tous les traitements qu'on est obligé de lui bazarder autrement, quoi. C'est ça, ce que j'allais dire là, ça peut rendre la plante un peu plus autonome pour croître en fait, puis exprimer son potentiel, quoi.
Dans l'agriculture intensive, on a des apports qui sont sous forme de minéraux NPK, donc azote, potassium et puis phosphore, qui sont le minimum vital en termes de diversité. C'est les minéraux de base quoi, pour que la plante puisse grimper. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si on veut avoir une plante qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus riche en termes d'alimentation et de nutrition pour les animaux, donc pour aussi la viande qu'on consomme, il faut qu'elle arrive à prélever dans le sol d'autres minéraux, peut-être en des teneurs inférieures, mais très importantes, des oligo-éléments, des choses comme ça. Et donc, les pratiques agricoles que tu essayes de mettre en œuvre, et on comprend bien qu'en fait, c'est un long travail, c'est une progression qui se fait dans le temps long. On affine, on optimise. Tout ça a pour vocation de recréer une certaine circularité et puis d'entretenir, d'enrichir ce sol pour avoir un foin là qui est absolument exceptionnel en termes d'odeur. Et ben, l'odeur, malgré tout, c'est quand même un outil qu'on a affiné depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années pour nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est clair. Et bien souvent, les vaches sont alimentées avec de l'ensilage d'herbe. Donc de l'herbe fermentée, c'est ça, qui a pas une odeur aussi fantastique. Oui, c'est sûr que l'odeur de l'ensilage d'herbe, c'est pas la même que le foin. Après, ça a d'autres vertus. C'est des fourrages qu'on peut récolter plus tôt, donc ça permet de faire du stock plus tôt. Et après, il y a du très bon ensilage d'herbe aussi. Il y a des raisons pratiques aussi pour avoir adopté ce type d'alimentation fermentée. Mais ça va aussi avoir une influence sur le goût de la viande, j'imagine. Eh ben, il y en a qui disent que oui. Après, ça c'est un débat aussi, sur le goût de la viande. Mais que moi, si tu veux, mes animaux qui sont en engraissement, ils sont à l'enrubanage qu'on appelle. Donc c'est entre l'ensilage et le foin en fait. Donc c'est quand même une conserve en fait, que c'est les bottes que tu peux voir qui sont sous plastique là, les bottes, les rondes baleurs qui sont sous plastique. Alors par contre c'est fait un peu plus tard, c'est la fermentation qui fait la conservation quoi. Et ça permet justement au stade où tu coupes la plante qui est qui est assez riche en azote parce qu'elle est plus jeune et en plein d'autres choses aussi. Et ben c'est la fermentation qui permet aussi de conserver tout ça quoi. D'accord. Ok, on en arrive à cette aventure. En fait c'est toi qui me décriras la chose. Je crois que ça remonte à quoi? Un petit peu moins d'un an? Un peu moins d'un an, ça devait être au fin de printemps l'année dernière. Où tu viens au contact de la communauté des bitcoiners français. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Et puis de manière générale, ce qui se produit ensuite en termes de relations commerciales. Et puis peut-être aussi, moi ça m'intéresse beaucoup, de voir un petit peu comment toi, ton regard sur cette technologie et sur ce projet alternatif, on va dire, évolue au fur et à mesure du temps. D'accord, Eh bien, oui, pour la petite histoire, en fait, moi j'ai découvert Bitcoin par l'intermédiaire d'un copain. Au cours d'une discussion, on en parle, et puis qui me dit comme ça, il y aura peut-être quelque chose à faire en Bitcoin, parce que je pense que lui, il avait senti que il y a des personnes, il y a des bitcoiners qui ont des bitcoins et qui cherchent à les utiliser. Sachant qu'on ne l'a pas évoqué encore, mais tu es en vente directe ici. Il y a une partie de ta production qui est en vente directe. C'est quel pourcentage? À peu près 50-50. On n'a même pas Si tu as dit que tu avais 60 vaches, c'est ça? Non, j'ai entre 15 et 18 vélages partenaires. Donc ça fait entre 15 et 18 vaches, mais plus la suite en fait. J'ai entre 15 et 18 vélages, mais j'ai 60 animaux. Quand on va de la plus vieille vache au plus jeune veau. Ok, d'accord. 60 têtes, quoi. 60 têtes, c'est ça, 60 têtes, et quel est le pourcentage de tes ventes ou des volumes commercialisés qui sont en vente directe ou qui partent dans d'autres circuits de distribution? Eh bien, ça fait 50-50 à peu près. 50-50. La moitié des... En fait, comme j'ai donc on va partir sur 15 vélages, que je garde tout le monde. Donc les mâles, j'en fais des bœufs. Et donc en fait, comme je garde tout le monde, j'ai 15 animaux qui partent à la boucherie tous les ans. Les seuls animaux qui partent de chez moi, c'est qui sont engraissés, c'est pour être mangés, pour partir à la boucherie. Et donc sur ces 15 animaux, j'ai 50% en vente directe, 50% en circuit long. Et ça évolue comment? Et ce ratio 50-50, tu veux le faire évoluer plus vers la vente directe, ou tu es content aussi d'avoir la sécurité que t'apporte le circuit long? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, moi ça me va bien. Après, si la vente directe veut prendre plus de place, c'est bien aussi.
Tu peux grandir, tu peux avoir un troupeau plus important. Ton infrastructure te le permet ici ou pas? Ah oui, non, par contre, je pourrais pas. En fait, si la vente directe grandit, ça veut dire qu'elle va prendre de la place sur le circuit long. Enfin, chez moi. Je crois que je pourrais pas. Je pourrais peut-être grandir un petit peu, mais alors, je suis de nature assez prudente, alors je préfère avoir une réserve en fourrage. Je veux pas monter la taille de mon cheptel, quoi. Ok. Donc, ton ami t'explique Bitcoin ou t'en parle et te dit qu'il y a peut-être une opportunité commerciale sur ce micro-segment de marché et tu te lances à l'aventure. C'est ça, ouais. Donc, par l'intermédiaire de cet ami, j'ai connu un autre bitcoiner, donc Yamari. Alors, avant ça, ça c'était mon ami qui m'avait m'avait conseillé de regarder le reportage d'Arte, le mystère Satoshi. Ouais. Et super reportage parce qu'en fait moi l'idée que j'avais de Bitcoin à la base c'était je connaissais pas déjà plus que ça à part le nom, quoi. Forcément je savais que c'était une crypto-monnaie mais je voyais plus ça un truc un peu spéculatif ou je savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'histoire de Bitcoin, dans la philosophie qu'a mis en œuvre Satoshi, enfin il ou avec un S, on sait pas, mais ont mis en œuvre, et on s'aperçoit qu'en fait c'était vraiment une recherche d'autonomie, entre guillemets de souveraineté de la monnaie, quoi, de se réapproprier un peu la monnaie pour que ça soit ouvert à tout le monde, quoi, à tout être humain, quoi, en fait. Et ça, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent peut-être à cette émission pour le contenu plutôt agricole et qui connaissent peu Bitcoin. On peut dire qu'on dit tout et n'importe quoi sur Bitcoin, donc il y a beaucoup de désinformation, que c'est un sujet assez difficile, assez complexe, donc c'est finalement assez chronophage de se faire un bon discernement là-dessus, et c'est une technologie véritablement révolutionnaire, ou en tout cas c'est une évolution majeure de la monnaie, et qui répond aux besoins de préserver à l'ère du numérique du cash. C'est-à-dire garder la liberté de pouvoir transacter avec qui que ce soit à l'ère du numérique. Sachant qu'on voit bien que de plus en plus, les paiements se font sans contact, etc. On peut imaginer que d'ici une génération ou deux, il n'y aura plus de paiement en cash. En fait, c'est sans doute une histoire de génération. On paiera uniquement en téléphone portable, etc. C'est important de pouvoir sans doute garder une certaine intimité ou confidentialité dans les achats qu'on fait. Je veux dire, que ce soit les banques ou l'État n'ont pas à savoir chacun de nos micro-comportements. C'est ça, L'autre chose, en fait, ça a été le cas depuis la nuit des temps. On peut utiliser du cash. On a juste à faire confiance au fait que la monnaie est authentique et de qualité, etc. Après, on transacte. L'autre chose, qui est aussi une raison de la spéculation autour de Bitcoin, c'est que la monnaie a historiquement été pervertie. Les gens qui en ont eu le contrôle ont rarement résisté à la tentation de la manipuler, que ce soit la teneur en or ou la teneur en argent dans une pièce. À peu près tous les rois ou tous les empereurs se sont adonnés à des techniques appauvrissant en fait les pièces en teneur. Bon, de manière générale dans l'histoire, pour des raisons pratiques déjà, la monnaie a été contrôlée par le roi, par l'empereur, par le dirigeant, qui s'est octroyé le monopole du frappage de la monnaie. C'était bien pratique, dans la mesure où on avait pu peser les grammes d'or dans la balance, mais on avait des pièces de telle et telle valeur, donc beaucoup. Ça a vraiment fluidifié le commerce, ça a été extrêmement pratique. Mais celui qui avait le pouvoir de frapper la monnaie pouvait trafiquer aussi la qualité, la teneur en métal précieux de cette monnaie. Et puis, la technologie monétaire a évolué, on n'utilise plus de pièces d'or ni de pièces d'argent, on est passé sur d'autres formats, des billets et des pièces, mais qui n'ont plus tellement de rapport avec l'or ou l'argent, qui était la valeur réelle sur laquelle elles étaient adossées. Et puis, notamment sur ces 50 dernières années, il y a eu un phénomène d'impression monétaire. En fait, on est rentré dans une théorie économique qui a permis au gouvernement de justifier des pratiques monétaires qui vont à l'encontre
de l'intérêt du particulier, de l'entrepreneur que tu es, puisque on est dans un régime inflationniste. On sait bien que si tu conserves aujourd'hui ton argent sur ton compte en banque, eh bien, le pouvoir d'achat associé à cette réserve, à cette épargne, va fondre comme neige au soleil. Oui, c'est ça. Et donc ça a pas mal d'effets pervers en fait, puisque ça stimule le consumérisme, ça décourage des comportements vertueux d'épargne, en prévision des risques qui peuvent survenir, mais aussi en prévision d'un investissement qui sera beaucoup plus structurant et qui permettra à l'entreprise d'être plus productive sans porter atteinte à la qualité. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, ouais. Là, on est vraiment, lorsqu'on est sur des monnaies, sur des régimes inflationnistes, et il y a un bitcoiner assez fameux qui en parle très bien dans un livre qui s'appelle le Bitcoin, l'étalon Bitcoin et puis l'étalon Fiat. Eh bien, sous le régime monétaire, sous un régime monétaire inflationniste, on encourage le consumérisme, on encourage aussi une course au profit. Dans le secteur agricole, ça se traduit aussi par une intensification des pratiques qui se fait. Moi, j'ai rien contre l'intensification des pratiques à partir du moment où on utilise la technologie et le savoir intelligemment et que ça se fait dans un respect de l'équilibre naturel. Ouais, quoi, c'est ça, ouais. Mais dès lors que tu mets en place des actions qui sont assez prédatrices à la fois sur ton sol et sur ton cheptel, sur ta génétique, non seulement ton travail perd de son sens parce que c'est assez violent, et puis tu fragilises, tu rends ton sol malade. Tu le rends dépendant à des intrants, c'est ça, ouais, le mot etc. c'est ça, c'est dépendant. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une dépendance, et puis si tu veux restaurer ton sol et revenir à l'état d'équilibre et de richesse et de résilience qu'il avait initialement, il va te falloir, je sais pas, 10 ans. C'est les Bourguignons là, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il faut des années et des années pour reconstruire un sol, non? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est vrai que le nombre d'années, je ne sais pas exactement, mais alors on parle d'1 centimètre de sol tous les 100 ou 200 ans, je crois, pour reconstruire 1 centimètre de sol, donc c'est long. Ça va... Et bah oui, mettre en place ces pratiques pour redonner le cycle du sol, le sol vivant, ce qu'on appelle le sol vivant, pour que ça revienne. Oui, je pense qu'il faut un peu de temps. C'est ça. 100-200 ans pour 1 centimètre, c'est pour reconstituer la matière minérale, sans doute. Mais après, pour recréer le biotope dans le sol, ça se compte sans doute en dizaines d'années, je pense. Ça, je pense. Je pense que ça peut aller vite, justement, avec des techniques où on va venir, mettons, pulvériser je dis des fois, c'est pulvériser de la vie, mais pulvériser des bactéries, où on va venir booster un peu, mais booster dans le sens, pas avec de la chimie, mais avec du vivant, quoi. Ouais. D'accord. Et que ça soit des bactéries, que ça soit même le retour de culture au sol. Plus on nourrit le sol, plus on le nourrit en carbone, plus il va fonctionner, quoi. Et donc, les bitcoiners, j'ai pris le temps de partager un petit peu cette réflexion autour de l'évolution de la monnaie, parce que c'est le chemin mental que parcourent la plupart des bitcoiners, qui s'émerveillent déjà de voir l'évolution de cette technologie dans le temps, une technologie dont on nous a pas tellement parlé, puisqu'on nous a expliqué que c'était une question qui appartenait à l'État, qu'on n'avait pas grand-chose à y voir. Ça, ouais. L'État n'avait pas trop d'intérêt à parler de cette et puis jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement d'alternatives, puisqu'il y avait une dépendance à un tiers pour organiser un système monétaire un peu fiable, même s'il y avait un petit peu de trichouille, ou une triche qui se cumulait dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Là, maintenant, avec Bitcoin, il y a une alternative qui fonctionne. Et donc, voilà, on s'intéresse au sujet. Et ça nous amène à contempler les effets pervers de ce qu'on appelle le système fiat, le système des monnaies fiat, sur différents secteurs de l'économie et sur l'agriculture, où on observe ces comportements prédateurs que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, précisément pour cette raison, les bitcoiners sont très sensibles au type d'approche que tu t'évertues à mettre en œuvre, à développer sur cette ferme. Parce que c'est l'expression d'une forme de respect de ce dont on hérite, en termes de territoire, de terroir, qu'on va transmettre à notre mort. C'est ça. Qu'on veut, comme tu me montrais ton t-shirt là tout à l'heure, laisser l'endroit comme vous l'avez trouvé en arrivant. C'est ce qu'on voit écrit sur les portes des toilettes. Et là, en l'occurrence, sur le t-shirt, c'était la planète Terre. Voilà. Bon, l'idée, c'est
c'est de construire, quoi. L'idée, c'est de bâtir, c'est d'apporter de la valeur. Et nous, on est persuadés qu'avec une monnaie saine, une monnaie qui ne triche pas, une monnaie qui est gérée par les mathématiques et pas par des institutions qui restent faillibles et vulnérables juste parce que c'est des institutions humaines. Eh bien, avec une telle monnaie, on peut remettre en place des conditions qui sont beaucoup plus favorables à une agriculture qui a du sens, une agriculture équilibrée. C'est pas incompatible avec de la technologie et de la science, bien au contraire. C'est juste que la nature elle-même, elle est assez féconde. Quand tu plantes un grain de blé, tu sors un épi, je ne sais pas combien il y a de grains sur l'épi, si c'est 32, 64. Ça dépend des variétés. Mais bon, il y a une fertilité naturelle, quoi. C'est ça. Et logiquement, si on fait bien le boulot, les productions qui sont adaptées au terroir, la nature est fertile. C'est ça, On doit pouvoir se nourrir de la nature. Il n'y a pas besoin d'avoir des comportements prédateurs dessus, quoi. C'est ça, oui. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu voulu nous imposer. Je ne sais pas, il y a forcément cette agriculture d'après-guerre où il y avait besoin de nourrir tout le monde et fallait des systèmes pour sortir de la nourriture des sols agricoles. Et donc qui est arrivé avec tout son panel d'engrais de phyto. Maintenant, on est à un temps donné. Il y a eu beaucoup, et c'est le plus gros reste à venir, je pense, de recherche sur le sol en lui-même, qu'en fait, on s'est aperçu qu'on le connaissait pas, on le connaissait pas plus que ça, en fait, qu'on l'utilisait comme un support, comme un genre un support, un substrat, où on venait mettre des choses dedans, puis voilà, nous on amenait ce qu'il fallait, tout ça. Et c'est vrai que plus ça va, plus on se rend compte, en fait, que le sol peut fonctionner tout seul. Moi, je suis convaincu qu'on peut atteindre des meilleurs rendements, même en bio, et en le préservant, en le comprenant, en travaillant avec lui, et pas en étant un peu distant de lui, l'air de dire je vais mettre ça, hop, et puis ça fonctionne comme ça. Ça, il y a eu ce choc technologique d'après-guerre. Avec cette motivation de nourrir la population grandissante. Et on était outillés en chimie et en mécanisation pour faire péter les rendements, quoi. C'est ça. On s'est appuyé sur des théories ou sur une science du sol et une science de l'agriculture qui était un peu réductionniste sans doute. Un modèle qui fonctionnait bien, mais qui fonctionne pas si bien que ça dans le temps, puisqu'on a vu que ça crée des dépendances, etc. C'est ça, Donc les agriculteurs se sont beaucoup appuyés sur les savoirs des techniciens de coopératives qui avaient appris ce qu'on leur avait enseigné et qui faisaient leur boulot du mieux qu'ils pouvaient. Les agriculteurs étaient preneurs parce qu'ils voyaient des rendements astronomiques du jour au lendemain. Et puis toi, tu pouvais pas rester à côté avec tes pratiques traditionnelles, à avoir l'air d'un con, à faire des rendements de naze à côté. Ça, alors que ce que tu dis, c'est que en utilisant notre intelligence et en approfondissant nos connaissances par la science, on peut mettre en place des solutions qui sont technologiquement assez avancées, mais qui vont peut-être pas amener exactement au même rendement, mais en termes de qualité du produit nutritionnel, en termes de l'impact sur l'environnement et surtout en termes de la durabilité du système, tu sors gagnant, quoi. C'est clair. Dès lors qu'on va travailler avec du vivant qui est par nature renouvelable, en fait, et qu'on le respecte, et on en sortira gagnant, quoi. Si on arrive vraiment à mettre... là, moi, je parle à l'instant T, je suis pas du tout au point sur ces pratiques-là, mais je les mets en œuvre, je fais des essais, pas mal d'essais. Et il y a déjà des résultats qui sont sympas quand même, et des choses qui marchent. Et je pense que ça ira de mieux en mieux. Je suis convaincu. Quand tu parles de choses qui marchent, tu parles de quoi? Plutôt en termes de technique agricole, c'est d'aller vers le semis direct, en fait, de semer sa graine sans travailler le sol, soit dans un couvert vivant ou dans un couvert qu'on va écraser, dans les grandes lignes, quoi, c'est ça. Ce qui est certain, moi, je pense, par rapport à toute cette réflexion sur les modes de production, quand on regarde les statistiques, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble qu'il y a encore il y a peut-être un siècle ou même moins que ça, le poids de l'alimentation dans le budget moyen d'une famille, d'un foyer, c'était de l'ordre de 30%. Oui, je pense que ça a considérablement chuté, on est peut-être à 10-12%, mais on ne mange plus du tout la même chose. Et une expérience que font beaucoup de bitcoiners, dont je fais partie,
c'est un changement alimentaire tourné vers davantage de consommation de viande, et en particulier de viande bovine. Moi, je fais ça à titre expérimental, en ayant un petit peu assez de faire le yo-yo pondéral là, sachant que j'aime bien manger, j'aime bien me faire plaisir, mais que plus ça va, plus on avance en âge, plus c'est difficile de retrouver le poids. La taille de guêpe voilà, c'est ça. Du jeune loup. Donc voilà, donc je me suis dans un premier temps orienté sur un régime dit cétogène, où on cherche à limiter énormément l'apport en sucre, sucre rapide et sucre lent, donc féculent également, au profit d'une alimentation où l'énergie va être apportée par des graisses, et en particulier des graisses animales, et également des graisses, des huiles végétales, mais de qualité, hein, parce qu'il y a eu aussi une dégradation importante dans la qualité des huiles végétales. Colza, tournesol, c'est pas forcément l'idéal non plus. Et donc voilà, moi je me suis orienté sur ce type d'alimentation et ça m'a apporté énormément. Et en fait, quand on discute avec les gens et même quand on consulte la recherche scientifique sur le sujet, il se passe quelque chose dans ce type d'alimentation qui n'est pas forcément très populaire dans cette phase où on voudrait tous nous faire manger des insectes, etc. Et on voudrait supprimer l'élevage de bovins. Mais il y a parmi les bitcoiners beaucoup d'intérêt pour ce type d'alimentation, alimentation carnivore aussi, qui, quand on y réfléchit, a beaucoup de sens. Si on part du principe qu'il y a 5000 ans avant qu'on se sédentarise et qu'on cultive, si tu veux, ces céréales, eh bien, on était des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs, et on tirait l'essentiel de notre énergie de protéines animales. Je veux dire, de temps à autre, tu pouvais manger une racine et quelques baies, mais c'est pas ça qui te nourrissait. C'est pas ça qui te permettait d'aller courir et chasser. Ouais, c'est ça, Et donc, nous, notre génétique, même s'il y a une certaine plasticité dans la génétique, on a une génétique qui s'est formée quand même au cours de centaines de millénaires. Et qui s'est adaptée à un régime alimentaire qui est très différent de celui saturé en sucre et en farine raffinée qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois ? Donc, sans généraliser, puisque chacun, en faisant ses expériences, trouve son propre ressenti, mais ce qui est certain, c'est que pour beaucoup de personnes, les régimes dits cétogènes, où les protéines animales, les graisses animales sont plus présentes, et par contre, on réduit beaucoup le sucre, ont une influence assez significative sur le bien-être, sur la santé. Et voilà ce qui explique aussi tout l'attrait de ton travail et de tes produits pour une partie des bitcoiners. D'accord, oui. Okay. Tu n'avais pas complètement percuté cet aspect ou... Non, pas du tout, non. Ok. Pour prendre l'exemple de ma ferme, en fait, quand je me suis installé, c'était 100% élevage. Bon, Michel faisait un peu de culture, mais c'était quand même pas mal l'élevage. Et puis moi, à mon installation, c'était aussi, je me dis, je vais faire de l'élevage, quoi. Et il s'en est venu que j'ai réduit en fait la taille de mon steptel pour faire la place un peu aux céréales. En fait, j'ai fait un peu ce que je faisais dans mon assiette. Je mange de la viande, mais j'en mange moins, mais de la qualitative. Et donc je mange aussi plus de protéines végétales. Et c'est ce que j'ai fait un peu sur ma ferme, quoi, pour faire des céréales. Techniquement, si on en vient à la commercialisation de ta viande en Bitcoin, comment ça se passe, une vente en Bitcoin? D'accord. Alors ça commence par un petit formulaire tout simple, un Framaforms, formulaire de commande où le Bitcoiner en l'occurrence rentre ses coordonnées et le colis qu'il a choisi. Donc ça c'est la partie commande, vous pouvez réserver son colis. Soit il va le chercher sur la ferme, soit il peut être livré chez lui à domicile en frais. Et donc quand on arrive au paiement, en fait, j'utilise l'application Swiss Bitcoin Pay, qui est d'une simplicité redoutable. Donc eux, ils te passent une commande pour un colis, 2 colis, sachant que tu proposes, tu as une diversité d'offres, hein, tu vends quoi? Alors j'ai 3 types de colis, donc c'est des colis de 10 kg, où les 5 premiers kilos c'est des morceaux de premier choix, donc steak, faux filet, entrecôte, basse-côte, côte, et 5 kg de morceaux de second choix, donc tout ce qui est bourguignon, pot-au-feu. Et donc dans le colis grillade, les 5 kg de morceaux de second choix sont transformés alors soit que en steak haché, soit en steak haché, saucisse, merguez et farce. Ok. Tu envoies ensuite
ce qu'on appelle une facture, un invoice, puisque soit on fait un paiement sur la chaîne principale Bitcoin, où là, c'est des paiements qui occasionnent des frais qui peuvent être plus ou moins importants, et ça prend 10 minutes. Il faut patienter 10 minutes avant d'avoir une première vérification, une première confirmation. Donc c'est un petit peu plus lent, mais c'est vraiment la couche de base du Bitcoin qui ne se prête pas tellement finalement à ce type de transaction, où on va préférer l'utilisation d'une couche supplémentaire au-dessus du Bitcoin qu'on appelle la couche Lightning, Lightning comme l'éclair. Ça renvoie à la rapidité de paiement justement qu'on a sur cette couche. Et ça fonctionne de la manière suivante. Tu envoies un QR code donc, que tu génères à partir de ton application Swiss Bitcoin Pay. Swiss Bitcoin Pay, oui. Moi, je reçois le QR code, je le scanne ou je fais un copier-coller sur mon téléphone, sur mon wallet, sur mon portefeuille Bitcoin Lightning. Et là, j'appuie sur envoyer. Et voilà, en un dixième de seconde, la transaction est arrivée. Mais finalement, les Satoshi, ces fractions de Bitcoin, arrivent sur ton wallet. C'est ça, oui. Ok. Donc ça fonctionne plutôt bien, ou tu as eu des difficultés, ou comment ça... Sachant qu'on est encore dans une phase sur Bitcoin où on apprend tous les jours, on perfectionne les outils. D'accord, oui. Quelle a été ton expérience avec Swiss Bitcoin Pay et comment ça évolue? Eh bien, ça a été très, très simple d'installation. En fait, ça réside dans sur le téléphone, ça réside dans l'installation d'une application, l'application Swiss Bitcoin Pay. Bon, il faut créer un compte, donc on peut se servir du téléphone portable. On a aussi un accès à Internet sur son ordinateur, où il y a un peu plus de paramétrage du coup. Donc moi j'utilise souvent, surtout le volet ordinateur. Ouais. Parce que c'est là que je vais pouvoir créer mes factures entre guillemets tranquillement. Tu vas générer tes QR codes. Ouais, c'est ça, ouais. QR codes individuels pour chaque transaction. C'est ça, ouais. Et qui ont une durée de validité, c'est ça que je choisis en fait. Ça peut être un jour, ça peut être... alors souvent moi je mets 6 jours. Là j'ai un colis qui est parti lundi, qui est parti aujourd'hui, on est lundi. Alors que d'autres sont partis dès jeudi. Donc ça me permettait le temps que la personne reçoive son colis, quoi. Après, tout le monde a payé dès le jeudi, je crois. Ok. Et comptablement, comment ça se passe pour toi? Parce que j'imagine que quand tu as annoncé à ton comptable que tu allais vendre une partie de ta viande en Bitcoin, il a dû ouvrir des grands yeux. Arrive à te mettre en conformité, ça pose pas de problème. Ah bah, de toute façon, c'est... Donc on paye en Bitcoin, mais c'est des Bitcoins que je transforme en euros. C'est ça. Si tu décides que la totalité ou une partie de la transaction, tu vas la garder en Bitcoin pour te constituer une trésorerie en Bitcoin, qui a quand même de fortes chances de s'apprécier dans le temps. Là, on voit que sur un an, eh bien, ça a fait... on était il y a 15 000 euros il y a un an et demi, peut-être. Et on est à 42 000 ou 41 000 aujourd'hui. D'accord, Donc, si tu avais pu... et je crois que Swiss Bitcoin Pay va mettre en place cette fonctionnalité qui te permettra... Oui, c'est en place du coup. C'est déjà en place. Ouais, donc tu peux choisir le pourcentage si on te paye 100 € en Bitcoin, de mettre 50 €, de reprendre 50 €, puis l'équivalent des 50 € en Bitcoin, les laisser en Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas souhaité faire pour le moment, pour des raisons de simplifier. Pour quelles raisons? Eh bien, pour des raisons que, en fait, pour l'instant, je suis en 7e année d'installation, mais ça reste quand même le début de mon installation, quoi, on va dire. Et en fait, j'ai mes charges, toutes mes factures. Tu nous as dit quand est-ce que tu étais arrivé ici? Non, je ne l'ai pas dit, en novembre 2016. 2016, ouais. Donc ça fait 7 ans. C'est ça. Un cycle. Un cycle, ouais. 7 ans. Du coup, pour l'instant, j'ai encore des prêts à rembourser à la banque, donc toutes mes factures en euros, donc c'est compliqué là de... T'es pas dans une phase où tu peux épargner facilement. Non, c'est ça, ouais. Okay. Même en euros, j'épargne pas. Je comprends tout à fait, mais il est bien possible que si tu veux, en épargnant un tout petit peu là, finalement, tu sois en mesure de rembourser encore plus facilement. D'accord. Puisque si on prend l'exemple des cycles de marché du Bitcoin précédents, il y a une cyclicité Parce que tu avais un cycle... D'accord. En fait, pour différentes raisons, l'appréciation ou l'évolution du cours du Bitcoin est assez cyclique, un peu comme des vagues comme ça. D'accord. Mais sur le long terme, ça ne fait que s'apprécier. D'accord. Et plus ça va, plus l'ensemble des acteurs institutionnels de cette planète se rendent compte que le truc ne va pas mourir, que c'est certes l'objet de spéculation, mais au même titre que, si tu veux, de nouvelles technologies comme l'aviation, l'électricité, le chemin de fer. Il y a des gens qui ont spéculé sur l'essor de ces technologies. Ils se sont dit, attends,
il va se passer un truc avec ces rails, avec ces machines à vapeur. Je m'investis là-dedans, quoi. Bon, bah là, il y a des gens qui s'investissent sur Bitcoin, qui spéculent sur le succès, sur l'essor et sur la domination, la supériorité technologique de cette nouvelle monnaie. Donc ça, c'est une spéculation très saine. Par ailleurs, il va y avoir des gens qui, de manière beaucoup plus court-termiste, vont spéculer, des traders, tu vois, à la journée. Et nous, c'est pas ce qui nous concerne vraiment. Ce qui nous concerne, toi, peut-être, c'est d'épargner, peut-être de garder 10-15% en Bitcoin, et sur le temps long, sur 4 ans, tu es à peu près sûr de faire une plus-value significative. Et tu devras t'acquitter de l'impôt sur la plus-value, qui est de 30%. Mais tu vois, je veux dire, là, sur l'année passée, tu aurais fait plus 150%. Tu aurais pu rembourser encore plus. C'est pas négligeable, c'est sûr. À la banque, etc. Tout en préservant un petit peu d'épargne. Il faudrait que j'ai un petit... Il faut que tu te constitues un petit buffer. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu es investi en Bitcoin, même sur des petites sommes, tu t'y intéresses. C'est ce qu'on appelle avoir le flash in the game. Tu y mets ta peau. Tu es engagé. Donc tu vas essayer de comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, pourquoi c'est risqué. Est-ce que c'est risqué? Et ce risque, et cette menace dont on me parle, est-ce qu'elle est bien réelle? En fait, c'est là où vraiment l'apprentissage peut commencer. Non seulement parce que tu y es investi financièrement, mais aussi parce que technologiquement, tu commences à toucher un petit peu aux outils et tu vas t'intéresser pleinement à cette technologie, tout comme tu t'intéresses, que tu le veuilles ou non, au moteur de ton tracteur. J'avais compris que dans cette phase-là de démarrage d'activité, où il y a beaucoup de charges, beaucoup de dettes à rembourser, la priorité, c'était le remboursement et donc le paiement en euros. Mais ce serait une aventure encore plus riche à tout point de vue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour les mois, l'année à venir? Qu'est-ce qui vient pour toi? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes ambitions? Ou peut-être quels sont les challenges qui se présentent à toi déjà? Eh ben, ça va être sur l'établissement là vraiment du système agroécologique là que je vais mettre en place sur la ferme. Au niveau de l'élevage, bon il y aura sans doute des choses à peaufiner, mais je pense que je suis déjà dans la dynamique quoi. Mes vaches elles pâturent en pâturage tournant, donc je les change les vaches et les veaux tous les jours, les autres lots tous les 2-3 jours de paddock. Et en fait ça permet d'avoir toujours une herbe de qualité à pâturer. C'est ça. En fait, on n'en a pas parlé, mais l'élément central de ta conduite de troupeau, c'est de faire tourner les bêtes sur les parcelles de manière très régulière pour enrichir justement les parcelles, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis d'avoir une herbe toujours de qualité à pâturer, et puis de ne pas fatiguer la prairie non plus, quoi. Pas l'user. Ça, c'est l'agriculture régénératrice. Oui, ça en fait partie, Et donc ça, c'est plus sur le volet troupeau. Et du coup, là, les gros challenges, ça va être plus sur le volet culture. Même si j'ai pas une grosse surface de culture, c'est un volet qui m'intéresse fortement. Parce que tu vois, à contrario, je crois aussi pas mal dans la protéine végétale, qu'elle a sa place comme dans l'alimentation. Sur quelle protéine en particulier? Eh ben, ça va être des protéines comme le lupin, la lentille, le pois chiche, mais aussi dans le blé, mais en cultivant des variétés de blé, pas forcément des variétés modernes qui ont été sélectionnées pour... Assez rustiques, avec justement une qualité nutritionnelle, une richesse en oligo-éléments. C'est ça, ça. Plutôt que des variétés modernes qui ont été sélectionnées pour fonctionner avec l'agriculture, pour avec être la chimie. Pour être boosté en volume, en rendement, mais pas nécessairement en qualitatif. C'est ça, qualité nutritionnelle. Alors, il doit certainement y avoir des études qui ont été faites là-dessus, mais je suis persuadé qu'on y gagne en travaillant vraiment avec des variétés peut-être un peu plus anciennes et surtout avec un sol vivant, quoi. Et du coup, l'idée c'est de vraiment, si je fais des cultures, donc comme je suis pas encore au SMI direct complet à travailler le sol, et ben c'est que ça sert à l'alimentation humaine, quoi. Et de toute façon, la vache est un ruminant, elle est faite pour manger de l'herbe, pour manger de la fibre longue. Et voilà, et c'est très bien faire ça. Et là, moi, aujourd'hui, mes animaux qui sont à l'engraissement, ils mangent que de la fibre longue. Et je leur donne plus de ce qu'on appelait les concentrés, mais en fait, ça peut être du triticale aplati ou de la triticale févrole aplati, un mélange céréales protéagineux aplati. Et là, aujourd'hui, j'en donne plus. Je donne alors c'est des métailles, c'est des céréales, mais qui sont fauchées, donc quand elles sont immatures, et avec beaucoup de légumineuses, donc de la vesse, du trèfle, beaucoup de trèfle. Donc qui apporte de l'azote, et donc ça fait un aliment qui est super équilibré, et aujourd'hui on finit les animaux avec ça, quoi. Okay. Et ça marche bien.
Très bien, on pourrait poursuivre. Il y a encore plein de choses à dire. On n'a pas parlé des organes, comment tu commercialises. Est-ce que tu commercialises les organes, sachant que je pense que plus ça va aller, plus il va y avoir aussi un retour à une alimentation carnée qui fait la part belle à des pièces de la bête qui ont peut-être été un petit peu abandonnées au profit du tout steak, tu vois. D'accord, ouais. Mais y compris les os à moelle, etc. Je pense que ça, c'est une discussion qu'on aura à l'occasion d'une autre rencontre. D'accord. Parce qu'on a déjà beaucoup échangé. Jérémy, je te remercie vraiment pour ta disponibilité. Merci d'être venu. De m'avoir accueilli. Moi, je suis enchanté par la beauté de ces vaches et par l'odeur de ce qu'elles mangent. Je vais aller faire un petit tour, voir les veaux. Et puis voilà. Je pense qu'on est très content de cette rencontre. Et puis les bitcoiners seront ravis de faire ta connaissance. Et j'espère qu'on aura pu ouvrir un petit peu l'esprit de certains agriculteurs à cette question de bitcoin, monnaie alternative, qui présente beaucoup d'intérêt, particulièrement dans cette phase difficile socio-économiquement qu'on traverse. Voilà, Jérémy, à très bientôt. Merci Jacques, merci d'être venu me voir. Et puis à bientôt. Southbound train, hey, mama, rock me. Running from the cold up in New England, I was born to be a fiddler in an old-time string band. My baby plays the guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't turning back to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Walking due south out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap, Johnson City, Tennessee, and I gotta get him.